Bon, je vous trouve pas très énergique là cet après-midi, hein. C'est la journée qui veut ça ou c'est que moi? Ne répondez pas à cette question-là. Ça va pas être bon pour mon amour propre. Je veux pas savoir la réponse. Aïe, 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 ok. Vous avez un cours après ça ou pas? Waouh, ok. Bon, voilà, allez, tenez bon. C'est le dernier cours de la journée. Pour moi aussi. Alors, non, mais on va survivre à la deuxième vague de Covid-19. Qu'est-ce que vous pensez, vous, là? Non, on va succomber. Non, mais j'ai mon étudiant en thèse, là, et vendredi, non, mais dimanche matin, il m'a envoyé un texto. J'ai eu de la fièvre, j'ai toussé, j'ai des douleurs musculaires. Ok, bon. Ok, tu vas te faire un test, tu reviens pas au laboratoire, rester à la maison jusqu'à ce que tu aies les résultats. Enfin, voilà, effectivement, ça rôde toujours. Donc, bon, on va essayer de faire les cours tant qu'on peut. Donc, profitez-en, n'est-ce pas? Parce que, qui sait, peut-être dans 3 semaines, on sera refermé. Ok, bon, ils sont pas encore là, mais j'ai 15h30, donc je vais démarrer. Donc, les 2 prochains cours, on va quitter un peu les considérations philosophiques sur l'origine des cellules eucaryotes, l'origine de l'ensemble des eubactéries et des archéobactéries, et revenir à des questions plus pragmatiques et plus fréquemment posées en bactériologie. Et globalement, c'est quels sont les besoins nutritifs des bactéries, comment on étudie la croissance des bactéries, qu'est-ce que c'est qu'un milieu de culture bactérien, quels sont les différents types de milieux de culture bactériens et en quoi ils sont utiles, et aussi quels sont l'impact des différents facteurs environnementaux sur la croissance bactérienne. Donc ça, c'est un peu notre programme pour la fin de l'après-midi et le début de la semaine prochaine. Donc, comme j'ai dit, ce qu'on va faire, c'est regarder les besoins nutritifs et les différents types nutritionnels que l'on peut retrouver chez les bactéries, les milieux de culture, les différents types de milieux de culture. Pour la croissance des bactéries, d'abord, comment on fait pour mesurer la croissance d'une bactérie? On ne mesure pas sa taille, c'est pas comme ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on pourra comprendre ce que c'est la courbe de croissance et les différentes phases que l'on observe chez les bactéries. Une chose que l'on va faire un petit détour par les cultures continues. Et un truc qui est également intéressant, c'est quelque chose qu'on oublie des fois pour les bactéries. On a l'impression que dans une population de cellules bactériennes, chaque cellule fait un peu ce qu'elle veut, elle ignore que les autres sont là. C'est pas toujours vrai ça. Donc certaines bactéries montrent des comportements de groupe, et notamment c'est important pour la formation de biofilms qui sont une autre façon ou un autre mode de croissance des bactéries. Et la semaine prochaine, donc je ne sais pas jusqu'où on va aller pour ça, on va aller jusqu'à peut-être 4 ou 5 aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on va regarder les effets de ces différents facteurs environnementaux sur la croissance des bactéries et comment font les bactéries pour, je sais pas, lutter contre la température, trop d'oxygène, absence de suffisamment d'eau et des choses comme ça. Donc, comment les bactéries font pour pousser malgré des contraintes dans le milieu externe. Ok, donc pour démarrer ça, donc on va reprendre à partir des bases, c'est-à-dire quels sont les besoins nutritifs des bactéries. Donc comme pour n'importe quel organisme vivant, on a besoin d'une source de carbone, azote, phosphore et soufre. Et en ce qui concerne le carbone, on peut distinguer les bactéries qui
ont besoin d'une source de carbone organique que l'on va qualifier d'hétérotrophe. Donc la source de carbone organique, ça peut être des sucres, des polysaccharides, des acides gras ou des protéines et des peptides. Et il existe également des bactéries qui sont capables de tout fabriquer à partir d'une source inorganique de carbone, le CO2. Et ces bactéries-là sont des autotrophes. Donc CO2 ou sa forme dissoute dans l'eau, le bicarbonate. J'ai toujours un petit peu un problème avec des méthanotrophes. Ce sont des bactéries qui peuvent survivre avec le méthane comme seule source de carbone. Donc en quelque sorte, c'est une molécule organique, le CH4, mais néanmoins c'est un truc super simple. Donc j'ai tendance à classer des méthanotrophes avec des autotrophes. Alors, source d'azote. Donc l'azote peut être disponible pour des bactéries sous forme de molécules organiques. Si c'est une bactérie qui pousse ou qui vit dans un milieu riche en matière organique, peut-être la seule source d'azote qu'elle peut utiliser, ce sont les acides aminés ou les bases azotées qui peuvent être présentes dans le milieu des cultures. Néanmoins, pour énormément de bactéries, la vie se fait sans beaucoup d'azote sous forme organique. Et énormément de bactéries sont capables d'intégrer de l'ammonium ou l'ion ammoniaque dans des acides aminés par un simple greffage du groupement amine sur une autre molécule. Et donc une fois qu'on fait ça, on peut bouger le groupement amine pour fabriquer toutes sortes d'autres molécules azotées dans la biochimie de la cellule. Donc en termes d'azote inorganique, c'est l'ammonium et l'ion d'ammoniac qui sont les plus faciles à assimiler, et énormément de bactéries sont capables d'assimiler de l'azote inorganique sous forme d'ammoniac. Un peu plus difficile, c'est d'assimiler l'azote inorganique sous forme oxydée, sous forme de nitrate ou de nitrite. Néanmoins, il y a plusieurs bactéries qui sont capables d'assimiler le nitrate. Et ça se passe en deux étapes. D'abord par une réduction du nitrate en nitrite et puis en ammonium ou ion d'ammoniac. Et ensuite, cet ammonium est intégré dans des acides aminés. Donc relativement fréquent, mais un peu moins fréquent que l'assimilation d'ammoniac. Et finalement, certaines bactéries sont capables de fixer du dinitrogène, notamment des cyanobactéries, des bactéries photosynthétiques qui vivent libres dans l'océan. Elles fixent le CO2 et elles sont capables également de fixer de l'azote. Rhizobium, des bactéries symbiotes qui poussent dans des nodules dans les racines des légumineuses. Donc leur fixation d'azote est extrêmement importante pour l'agriculture et la fertilité des sols. Et la capacité de transformer le dinitrogène en ammoniac et de pouvoir l'intégrer ensuite dans des protéines, c'est une véritable prouesse biochimique effectuée par ces bactéries fixatrices d'azote. Parce que la procédure en chimie industrielle équivalente, c'est le processus dit de Haber. C'est la réduction du dinitrogène avec du dihydrogène, et il faut mettre énormément de pression, de chaleur et un catalyste dans la réaction pour que ça marche. Parce que le dinitrogène, c'est extrêmement stable et c'est vraiment difficile de le faire réagir avec quoi que ce soit. Donc le fait que ces bactéries-là puissent effectuer cette transformation à température ambiante, juste avec l'énergie qu'ils retirent en bouffant un petit peu de glucose ici et là, ou avec l'énergie solaire pour les cyanobactéries, c'est une sorte de miracle biochimique. C'est vraiment super impressionnant. Alors, pour le phosphore et le soufre, pareil, le phosphore peut être présent sous forme de molécules organiques dans des phospholipides, de l'ATP, l'ADN ou de l'ARN qui peut être libéré à partir de
d'autres organismes morts. Donc, chaque bactérie peut récupérer et assimiler ces sources de phosphore. Et le phosphate inorganique, on peut facilement métaboliser cette molécule-là aussi. Okay, dans nos cellules, les nôtres et aussi les cellules de plein de bactéries, on a des réactions de phosphorylation qui utilisent le phosphate inorganique comme un substrat. Donc on est capable de l'intégrer, de l'assimiler facilement. Et au moins, le phosphate inorganique, c'est relativement rare hein, dans l'environnement. C'est pas toujours très abondant. Alors pour le soufre, bon, pareil, les bactéries peuvent le récupérer à partir d'acides aminés de méthionine et de cystéine, si ces acides aminés sont présents. Sinon, c'est un petit peu comme pour l'intégration d'azote. Il est très facile d'assimiler la forme réduite de soufre, le sulfide, et de le greffer directement sur la cystéine. Ensuite, si on n'a que le sulfate, la grande majorité des bactéries sont capables de réduire le sulfate en sulfide, et le sulfide va être incorporé dans le cystéine. La cystéine. Donc c'est ce qu'on appelle la réduction de sulfate pour assimilation. Donc ça, c'est les besoins carbone, azote, phosphore, soufre. Toutes les cellules, y compris les bactéries, ont besoin de sels minéraux, de sodium, de potassium, magnésium et de chlore, et d'oligo-éléments. Donc ça, c'est un petit peu juste pour maintenir la force ionique du cytoplasme. Magnésium, c'est extrêmement important pour coller avec de l'ATP, donc on a besoin de grandes quantités de ces ions-là. Et les bactéries ont besoin d'un peu moins d'autres oligo-éléments, comme le manganèse, le cobalt et le fer. Donc, ces oligo-éléments, les métaux, sont des cofacteurs pour certains enzymes. Le fer, c'est un petit peu exceptionnel parce que chaque bactérie a besoin d'une quantité raisonnablement élevée de fer parce que pratiquement la totalité énormément d'enzymes impliquées dans la réaction de oxydoréduction ont besoin de fer, soit dans une forme de fer-soufre, dans un complexe fer-soufre, soit fer-soufre, ou alors avec des groupements M dans des cytochromes. Donc c'est extrêmement important pour beaucoup d'enzymes dans le métabolisme énergétique d'énormément de bactéries. Donc le fer, c'est souvent un facteur limitant pour la croissance des bactéries. Donc c'est oligo-éléments, mais on en a besoin d'un peu plus que le manganèse et le cobalt, etc. Donc le molybdénum. Alors, facteurs de croissance, certaines bactéries ont besoin de facteurs de croissance, c'est-à-dire des vitamines, comme la thiamine ou la biotine, parce qu'elles ne sont pas forcément capables de les fabriquer elles-mêmes. Donc la thiamine et la biotine, ce sont des cofacteurs pour certains types de transformations biochimiques. Donc la thiamine, chaque fois qu'on veut déplacer des groupements avec 2 carbones et les greffer sur notre molécule, on a besoin de la thiamine. Si on veut faire des transformations et bouger un groupement avec 1 carbone, c'est de la biotine qui va être le cofacteur. Donc, si la bactérie est capable de synthétiser ces facteurs de croissance elle-même, bon, elle va le faire, pas besoin, mais il y a quand même pas mal de bactéries qui en ont besoin. Donc, il faut les rajouter dans le milieu de culture. Et ça m'amène à la dernière définition, prototrophe ou auxotrophe. Une bactérie qui est capable de synthétiser, par exemple, la thiamine, la biotine, est dite prototrophe pour la thiamine ou prototrophe pour la biotine, donc elle est capable de le synthétiser elle-même. Et une bactérie qui n'est pas capable de la synthétiser, donc on a besoin de rajouter ce nutriment dans le milieu de culture, est dite auxotrophe pour telle ou telle composante. Donc certaines bactéries
sont auxotrophes pour la synthèse de vitamines, d'autres sont auxotrophes pour la synthèse de certains acides aminés ou des bases pyrimidiniques ou puriniques. Et si ça c'est le cas, ben, il faut que ces molécules complexes soient présentes dans le milieu de culture, sinon elles ne vont pas pousser. Donc ça c'est très important de ne pas confondre le terme auxotrophe et autotrophe. Autotrophe, c'est un type trophique, les bactéries qui sont capables de fixer le CO2. Auxotrophe, ça veut dire c'est auxotrophe pour quelque chose, pour un type de molécule complexe que la bactérie n'est pas capable de synthétiser. Donc c'est un peu dommage que les microbiologistes ont inventé deux mots quasi identiques pour deux concepts très différents. Et c'est très important que tout le monde sache la différence entre ces deux termes-là. Ok, c'est ce que je viens de dire. Ok, donc les types nutritionnels ou types trophiques. Effectivement, je vais parler de hétérotrophe, autotrophe, mais il y a trois niveaux que l'on doit définir pour déterminer ou préciser le type nutritionnel d'une bactérie. Donc, les phototrophes utilisent la lumière comme la source d'énergie, donc les bactéries photosynthétiques, et les chimiotrophes tirent leur énergie à partir d'une réaction chimique. Et je pense exclusivement d'une sorte de réaction d'oxydoréduction. Toutes les bactéries ont besoin d'une source d'électrons. Donc, chez les organotrophes, c'est du carbone organique qui est la source d'électrons, tandis que chez les lithotrophes, elles peuvent survivre sur une source inorganique d'électrons. Et toutes les bactéries ont besoin d'une source de carbone. Donc, comme j'avais dit, les hétérotrophes ont besoin du carbone organique et les autotrophes peuvent vivre sur du carbone inorganique. CO2 ou éventuellement le méthane pour les méthanotrophes. Donc on a trois sortes de niveaux ici avec deux catégories par niveau. Donc en tout, ça doit nous faire 8 combinaisons pour couvrir la totalité de types nutritionnels possibles. Mais donc c'est ce que j'essaie d'illustrer ici. Donc on a les bactéries qui peuvent être phototrophes ou chimiotrophes, organotrophes ou lithotrophes, et dans chaque cas, ils peuvent être autotrophes ou hétérotrophes. Donc ça nous donne 8 cases ici. Et ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on n'a que 4 cases sur 8 qui sont remplies. Donc toutes les possibilités n'existent pas. On va essayer de comprendre ça tout à l'heure. Donc juste pour expliquer un petit peu mon tableau ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces bactéries-là sont des photo-litho-autotrophes. Donc, énergie solaire, source inorganique d'électrons et fixe de carbone. Donc, ce sont les cyanobactéries et les bactéries sulfureuses vertes et pourpres. Donc, il existe également des bactéries photosynthétiques qui sont des photo-organo-hétérotrophes. Donc, la source de carbone, c'est organique. La source d'électrons, c'est pareil, c'est le carbone organique. Mais la source d'énergie, c'est néanmoins la lumière. Pour les chimiotrophes, il existe des chimiolitho-autotrophes, donc les bactéries qui fixent du CO2, mais qui tirent leur énergie à partir d'une réaction chimique et leurs électrons à partir d'une source inorganique. Et il existe aussi des chimio-organo-hétérotrophes qui sont la plupart des bactéries non photosynthétiques. Alors pourquoi ces cases sont-elles vides? Elles sont vides parce que ça n'aurait aucun sens pour qu'une bactérie soit, par exemple, chimio-litho-hétérotrophe. Qu'est-ce que ça voudrait dire, ça? Ça voudrait dire qu'on ait une bactérie qui tire son énergie par une réaction chimique, ok, jusque là ça va, mais qu'elle soit litho
hétérotrophe, ça n'a pas de sens. Si elle est hétérotrophe, ça veut dire qu'il existe du carbone organique que la bactérie peut utiliser pour constituer les composants de la cellule. Mais s'il y a du carbone organique, c'est vachement plus simple d'utiliser ce carbone organique comme source d'électrons que de passer son temps à essayer de gratter quelques électrons sur une source inorganique. Donc, ça serait très peu efficace d'avoir une bactérie chimio-litho-hétérotrophe. C'est pour ça que ça n'existe pas. Ça ne serait pas compétitif. Donc pareil, les chimio-organo-autotrophes, ça n'a pas de sens. S'il y a suffisamment de carbone organique pour me fournir des électrons, pourquoi je dépenserais ces électrons pour essayer de fixer le CO2? Ça n'a pas de sens. On est mieux juste directement utiliser le carbone organique pour fabriquer tous les composants de la cellule. Donc c'est pour ça que les chimio-organo-autotrophes n'existent pas. D'accord? Donc on a en théorie 8 combinaisons possibles, mais en fait il n'y a que 4 qui existent dans le monde bactérien. Et dans le monde du vivant tout court d'ailleurs. Alors, donc, quelques exemples des autotrophes, donc les cyanobactéries, donc elles utilisent de la lumière pour leur source d'énergie, elles utilisent de l'eau, le H2O comme source d'électrons et le CO2 comme source de carbone. Nitrosomonas, c'est une chimiolitho-autotrophe qui utilise l'oxydation d'ammoniac comme source d'énergie et cette même ammoniac, forme réduite d'azote, est la source d'électrons pour la bactérie et elle sert de ces électrons pour fixer le CO2 et produire tout son carbone, toutes ses structures à partir d'une source de carbone inorganique. Escherichia coli, bactérie chimio-hétérotrophe, on utilise le carbone organique comme source d'énergie, d'électrons et de carbone. Ok, donc ça c'est un peu pour la description. Donc je vais vous poser cette petite question-là. Les caractéristiques d'une bactérie, quel est quel est le terme qu'il décrit le mieux? Alors, elle est où ma flèche? Oui. Attends, il faut que j'active la question. C'est ça. Ok, allez, come on. Ah, attends, non, attends, il faut que je stop. Stop. Il faut que je réinitialise d'abord. Je vais commencer. Ok. Attends, je vais relire parce que pour voir ce. Ok.
Ok, c'est bien. Ouais, je pense que tout le monde a eu bon là, pratiquement. Enfin, pas tout le monde, mais la majorité est correcte. Donc voilà les votes. Et effectivement, le point de vue majoritaire, c'est l'option 3. Il s'agit d'une photolithoautotrophe qui est auxotrophe pour la biotine. Ça, c'est la bonne réponse. Okay, pourquoi c'est correct? Donc notre bactérie, bon, elle pousse dans un milieu sans carbone organique, donc c'est une sorte de lithoautotrophe, et à condition qu'il y ait de la lumière. Donc c'est un photolithoautotrophe. Donc ça soit donc soit le 2, soit le 3. Et on dit qu'on a besoin de la biotine, donc c'est auxotrophe pour la biotine. Donc c'est ça. Photo-organo-hétérotrophe, ça c'est pas possible, ça existe ça, mais dans notre exemple, il n'y a pas de carbone organique dans le milieu de culture. Donc c'est faux ça, parce la bactérie elle peut pousser sans apport de carbone organique. Et ici, oui c'est ça, hein, changez votre avis. Donc le photolitho-hétérotrophe, ben ça n'existe pas ça. Donc ce truc-là, il utiliserait du carbone organique pour se construire et une source inorganique d'électrons, mais ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, prototrophe pour la biotine, c'est là en masse. Ok, donc majoritairement ok pour ça, c'est bien. Ok. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Come back, come here. Ok. Ok, on va poursuivre. Donc, la prochaine partie sera consacrée à différents types de milieux de culture pour les bactéries. Et le premier type qu'on va considérer, ce sont des milieux définis, aussi appelés des fois milieux synthétiques ou milieux minimum. Et dans un milieu défini, tous les composants sont précisément connus dans le milieu de culture. On sait exactement ce qu'il y a dedans et sa formule chimique, dans tous les détails, quelle quantité de chaque truc. Donc un milieu minimum que l'on peut utiliser, c'est quelque chose comme ceci. Donc on a une sorte de glucose, phosphore, on a des sels minéraux, sodium, potassium, magnésium, calcium et du chlore. On a une source d'azote, on a une sorte de soufre. Okay, donc on a à peu près tout là. Et donc ce type de milieu minimum peut être utilisé pour faire pousser des bactéries chimio-hétérotrophes à condition qu'elles soient capables de synthétiser tous les acides aminés, toutes les vitamines, etc. Donc ça marche, mais en fait ça ne devrait pas marcher. Donc je vais vous poser cette question-là. Pourquoi elle ne devrait pas permettre aux bactéries de pousser? Et la question par la suite, c'est pourquoi ça marche même si elle n'est pas censée le faire? Donc, je vais activer cette question-là et vous allez me dire ce que vous en pensez. Ah, c'est pas ça. Come back. Oui, j'arrive à trouver la question. Oui, 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 oui. Ok. Ça y est, c'est démarré.
Ok. Bon, 30 votes. Ok, bon, je vais voir ça. Je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est ce que vous avez envoyé. Ok, 1, 2, 3, 4. Juste pour changer un petit peu là, j'aimerais bien que tout le monde trouve quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'a pas fait le même choix que vous. Et vous discutez avec lui ou avec elle, et vous expliquez, ah non, c'est pas votre truc parce que patati patata. Vous discutez entre vous ou même en groupe si vous êtes assez proche. Et après, j'annule ça et vous allez revoter. On va voir si si on arrive à un consensus. D'accord? Vous essayez de faire ça? Donc, ce que je vais faire, allez go. Donc, discutez entre vous un petit peu et on va voir si. Voilà, on a remis les compteurs à zéro. Discutez un petit peu et essayez de voir si vous pouvez convaincre votre voisin qu'il a tort ou qu'elle a tort. Peut-être c'est votre voisin ou votre voisine qui va vous convaincre. Oui. Ah oui, sur la diapo. Oui, excusez-moi. Ok. Euh, Ceux d'entre vous qui sont isolés en isolement, je sais pas moi, parlez fort, faites des signes, lancez des bouts de papier avec. Vous posez-vous la question, c'est vraiment ça ou pas? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Ok, je relance le vote pour voir si vous avez changé d'avis ou si on voit un choix qui émerge majoritairement. Ok. Ok, oui, il y a un gagnant là. Ok, donc on va voir qui est le gagnant. Et le gagnant, c'est l'option 3, et il manque des facteurs de croissance. Alors, on a un petit peu délaissé les trois autres options. Donc, il manque une sorte de carbone organique. Ça, c'est pas vrai parce qu'il y en a le glucose là-dedans. Il y a le glucose dans la composition de milieu. Donc, là, 1, c'est faux. 2, il manque une sorte d'azote liquide, d'azote organique. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'azote sous forme organique dans le milieu. Mais quand j'avais raconté les besoins nutritifs des bactéries, j'avais précisé qu'il est très facile pour les bactéries d'intégrer
l'ion de l'ammoniac dans des acides aminés. Et donc, la grande majorité de bactéries sont capables de faire ça. Donc ça, c'est pas vraiment une limite, ça, de 2. Parce que pour l'immense majorité de bactéries, elles peuvent assimiler de l'azote sous forme réduite, sous forme d'ammoniac. Et donc, on a un sel d'ammoniac dans le milieu. Donc, ça ne doit pas être un problème, ça. Donc, ce qui nous laisse le 3 et le 4. Et majoritairement, vous pensez que le problème, c'est qu'il manque de facteurs de croissance. Et pourtant, je vous ai dit, ce milieu est capable de soutenir la croissance de bactéries qui sont à condition qu'elles soient prototrophes un peu pour tout. C'est-à-dire qu'elles sont capables de synthétiser la thiamine, la biotine, tous les acides aminés, et donc elles n'ont pas besoin de facteurs de croissance parce qu'elles sont capables de les fabriquer elles-mêmes. Donc la réponse 3 est fausse. La réponse 4, c'est ça la bonne réponse. Dans les besoins nutritifs des bactéries, j'avais mis oligoéléments, et dans le listing, il y a manganèse, cobalt, molybdenum, des trucs comme ça. Est-ce qu'on trouve ces éléments-là dans le milieu? Ah non, on n'a pas de sel de cobalt, on n'a pas de sel de manganèse dans la composition du milieu ici. Et ça, la bactérie ne peut pas la fabriquer elle-même. Okay, avec du glucose et de l'azote, on peut fabriquer tout un tas de molécules organiques complexes, mais on ne peut pas transformer un métal en un autre métal. C'est pas possible, ça. Mais néanmoins, ça marche. Donc la question, c'est comment se fait-il que ça pousse, même si deux diapos auparavant, j'avais dit qu'il faut des bactéries ont besoin de tous ces oligoéléments. Quelqu'un a une idée pour ça? Oui. Ah, ok, pas mal comme réponse. Donc, la réponse est il y a des résidus qui traînent un petit peu sur la paroi de la bouteille, dans laquelle. Je suis pas sûr que c'est exactement ça, mais il y a des résidus, il y a des petites impuretés. Donc, quand on commande du chlorure de calcium chez un fournisseur, on peut l'acheter à différents prix le kilo. Et la forme la plus chère, c'est la forme la plus pure. Mais toutes les autres formes vont avoir des petites impuretés d'autres sels, d'autres sels qui sont présents dans votre chlorure de calcium. Donc pour faire un milieu comme ça, bon, on ne va pas acheter la forme la plus pure, on va acheter un format qui ne coûte pas très cher pour fabriquer le milieu de culture. Et en fait, c'est là où on a tous les différents oligoéléments, parce que ce sont des impuretés dans les autres composantes. Donc, sauf si on voudrait savoir spécifiquement est-ce que ma bactérie a besoin de tel ou tel métal lourd. Et dans ce cas-là, ce qu'il faudrait faire, c'est de faire super attention, acheter les sels minéraux les plus chers qui existent dans le catalogue, parce qu'ils sont super purs. Et du coup, là, on peut additionner le milieu de petites quantités de sel de manganèse, sel de cobalt, etc. Donc voilà, c'était un peu ça la réponse. Donc, manque d'oligoéléments en théorie, mais en réalité, non, les oligoéléments sont là parce qu'ils sont des contaminants de tous les autres composantes. Et donc l'utilité des milieux définis, de milieux minimum, c'est qu'ils permettent de préciser les besoins nutritifs des différentes souches de bactéries. Si je mets une bactérie hétérotrophe dans ce milieu minimum, si elle pousse, moi je dis, ok, elle est capable de synthétiser tous les composantes organiques. Elle est capable de synthétiser tous les acides aminés, toutes les vitamines, toutes les bases azotées, etc. Mais si elle ne pousse pas, ce que l'on peut faire, c'est d'additionner le milieu de différentes composantes, les uns après les autres, et savoir ce qui manque à cette bactérie, ce dont elle a besoin précisément. Donc c'est ça l'utilité de milieu minimum. D'accord ? On connaît précisément tous les composants, donc on peut savoir ce qu'on fait, quoi. Ok, je suis bien pour ça. Donc ça c'est le milieu minimum. En face des milieux minimums, on a des milieux complexes, et les milieux complexes sont des milieux dans lesquels on ne connaît pas tous les composants chimiques qui sont présents.
Donc un milieu complexe typique, c'est le milieu LB, qui est composé de peptones, donc qui sont des hydrolysats de protéines, soit de viande, de caséine ou de soja, de l'extrait de levure et du NaCl. Donc on met ça et puis les bactéries poussent très bien dedans pour une bonne partie. En tout cas, les Escherichia coli poussent bien là-dedans. Donc pourquoi c'est un milieu complexe? On n'a que 3 composants et c'est super simple à fabriquer. Mais c'est néanmoins un milieu complexe parce que dans les peptones, dans l'extrait de levure, chaque composant, c'est lui-même un mélange complexe de composants que l'on ne connaît pas bien. Donc c'est pour ça que c'est un milieu complexe. Et pourquoi on s'en sert? Parce que c'est super facile à les préparer et ça permet de pousser de nombreuses bactéries chimio-hétérotrophes qui n'ont pas de besoins nutritifs en particulier. Et on ne se préoccupe pas de savoir s'il faut rajouter tel ou tel acide aminé, telle ou telle vitamine, parce que de toute façon, tous les acides aminés sont présents dans les peptones et toutes les vitamines qu'on peut imaginer vont être dans l'extrait de levure, en gros. Donc voilà, c'est un milieu super simple pour faire pousser beaucoup de bactéries. Alors de temps en temps, il y a des bactéries chimio-hétérotrophes qui ne veulent pas pousser dans un milieu complexe standard, comme le milieu LB, parce qu'elles ont besoin de quelque chose en particulier. Et donc, il faut préparer un milieu enrichi, dans ce cas-là, pour les permettre de pousser bien. Et un milieu enrichi, à la base, c'est un milieu complexe, mais on va rajouter quelque chose en plus qui sert à faciliter ou qui contient un nutriment spécifique qui est nécessaire pour telle ou telle souche. Et donc un milieu enrichi qui est fréquemment utilisé en laboratoire clinique, c'est un gélose sans frais. Donc on met du tryptone de caséine, okay, donc des peptones de soja, donc plein de petits peptides et d'acides aminés, du sel, de l'agar et du sang de mouton, 5% pour volume par volume. Donc 5 ml par 100 ml, 50 ml par litre. Et ça permet de cultiver des bactéries un peu fastidieuses qui ne poussent pas bien sur une boîte de LB agar. Donc, par exemple, les streptocoques ou listeria sont difficiles à pousser sur des boîtes juste avec un milieu complexe comme le LB. Donc, une boîte en sang de mouton, donc ça c'est Streptococcus pneumoniae qui pousse sur ces boîtes-là et donne des colonies assez bien sur les boîtes au sang et très mal sur les boîtes LB par exemple. Alors, les milieux sélectifs, c'est quoi? Donc, un milieu sélectif, c'est à la base un milieu complexe, mais additionné de différents composants qui vont inhiber la croissance de certaines bactéries et favoriser la croissance d'autres. Et ça, c'est utile parce que si on va ensemencer un mélange complexe de bactéries à partir d'un prélèvement de sel ou d'un échantillon clinique quelconque, un crachat, on peut avoir une tonne de bactéries dedans et la plupart ne vont pas nous intéresser. Donc ce que l'on veut, c'est de permettre la croissance uniquement de tel ou tel type de bactéries qui va nous intéresser. Donc certains exemples de milieux sélectifs sont donnés ici, là, le milieu de Chapman, que vous allez utiliser en TP. Donc c'est un milieu qui est fort en sel, et ça va sélectionner des bactéries halophiles ou hallotolérantes. En particulier, les staphylocoques vont pouvoir pousser dans un milieu avec une concentration en sel relativement élevée. Donc, une autre façon de sélectionner la croissance des staphylocoques, c'est le milieu Baird-Parker, qui contient deux types de composants sélectifs, le chlore de lithium et la tellurite. Et ces composants inorganiques vont inhiber la croissance de la majorité des bactéries Gram+ et Gram-. Et le deuxième composant sélectif, c'est un apport en carbone par le pyruvate et la glycine, qui sont utilisés préférentiellement par les staphylocoques. Donc les staphylocoques résistent en fait à ces deux composants inorganiques,
et utilisent préférentiellement la glycine et le pyruvan. Donc les staphylocoques sont presque les seuls types de bactéries qui poussent vraiment bien sur ce milieu. Et donc c'est un peu la technique de référence pour le dénombrement de staphylocoques dans l'industrie agroalimentaire. Alors le milieu Macankey, c'est un milieu sélectif pour les bactéries Gram-, parce qu'il contient des sels biliaires et les violettes gentianes qui inhibent la croissance des bactéries Gram+. C'est un milieu sélectif pour les bactéries Gram-. Et finalement, les milieux différentiels sont des milieux complexes additionnés d'un composant qui va permettre de différencier différents types de bactéries qui poussent sur le milieu. Et les milieux Chapman, Baird, Parker et Macankey sont des milieux qui sont à la fois sélectifs et différentiels. Donc, dans le milieu de Chapman, l'agent différentiel, c'est le mannitol. Et la fermentation de mannitol est caractéristique du Staphylococcus aureus. Voilà, donc sur une boîte de Chapman, on voit les Staphylococcus epidermidis ne fermentent pas, elles poussent bien, elles ne fermentent pas le mannitol, donc la boîte reste rouge. Staphylococcus aureus fermente le mannitol, donc le gélose est acidifié et le colorant devient jaune. Donc dans le Baird Parker, la tellurite a aussi une sorte de nature différentielle, parce que la réduction du tellurite donne des colonies noires. Deuxième composant différentiel dans le Baird Parker, c'est le jaune d'œuf dans la gélose. Et lorsque la bactérie exprime une lécitinase, ça va donner des halos clairs autour de la colonie. Et ces deux choses-là, colonie noire avec un halo clair, c'est très spécifique de Staphylococcus aureus. Donc ça ressemble à ça, les colonies de staph doré sur le milieu Baird Parker. Et finalement, dans la Macankey, on a le lactose qui est présent comme agent différentiel, et ce qui va nous permettre de distinguer les bactéries capables de fermenter le lactose, que sont des coliformes, des bactéries Gram- qui sont lactose négatifs. Donc, sur une boîte de Macankey, une bactérie qui pousse, qui ne fermente pas le lactose dans des colonies incolores, et des bactéries qui fermentent le lactose dans des colonies roses. Okay. Donc, l'utilité de ces milieux sélectifs et différentiels, c'est que si on a un inoculum complexe mixte, mais tout ce qui nous intéresse, c'est je veux savoir combien j'ai de coliformes dans mon échantillon. Je veux savoir combien j'ai de Staphylococcus aureus dans l'échantillon. Je m'en fiche s'il y a un tonne d'autres choses. Donc, si on ensemence sur un milieu Baird Parker, je peux dénombrer directement combien j'ai de Staphylococcus aureus par ml dans mon échantillon. Donc, ça combine un petit peu dénombrement, mesure quantitative et une identification directement en une seule étape. Donc, très utilisé les milieux différentiels et sélectifs en microbiologie. Ok, on va voir si vous avez compris ça. Donc là, c'est une autre question, c'est un autre type de milieu qui existe. Donc, je vous propose de me dire, enfin, de me donner les termes qui décrivent le mieux ce milieu. Ok. Ok. C'est ça. Évidemment, plus d'une réponse correcte dans cette question. Voilà, plusieurs réponses correctes.
Ok, on va voir ce que ça donne. Ok. Alors, que dit le peuple? Le peuple dit que c'est un milieu complexe et pas un milieu défini. Le peuple a raison, parce que dans le milieu SS, on a des peptones et de l'extrait de viande. Ce sont des composants complexes, on ne connaît pas exactement ce qu'il y a dedans, donc ce n'est pas un milieu défini, c'est un milieu complexe. Ça, c'est correct. Que dit le peuple? Le peuple dit que c'est différentiel pour les salmonelles. Ça, c'est vrai, parce qu'on a le thiosulfate et le fer. Donc, les salmonelles sont capables de réduire le thiosulfate en sulfite qui va réagir avec le fer et puis donner du FeS qui est noir. Okay, donc, c'est ça. Donc, on a des composants qui vont donner une coloration spécifique aux colonies de salmonelles. Et c'est ça l'aspect différentiel. Donc, c'est différentiel pour les salmonelles. Et ici, là, sélectif pour les salmonelles, différentiel pour les grammes, sélectif pour les grammes. Qui a raison là-dedans? Là, on a 3 différents trucs. Ben, ce n'est pas sélectif pour les salmonelles, parce que sélectif pour les salmonelles, ça veut dire qu'il n'y a que des salmonelles qui peuvent pousser sur le milieu. Mais ce n'est pas vrai. Donc l'agent sélectif dans ce milieu, ce sont des sels biliaires. C'est la même chose que pour le maconquis, et ça, c'est sélectif pour les grammes moins. Donc c'est ça, c'est un milieu sélectif pour les grammes moins et différentiel pour les salmonelles. Et ce n'est pas différentiel pour les grands moins, parce que ça voudrait dire quoi, différentiel pour les grands moins? Ça voudrait dire que les grands moins et les grands plus poussent sur le milieu, mais les colonies grands moins ont un aspect spécifique que l'on peut voir, une couleur différente, un truc comme ça. Mais c'est pas ça. Les bactéries grands plus ne vont pas pousser, ou majoritairement ne vont pas pousser sur ce milieu. Donc ça, c'est un milieu sélectif pour les bactéries grands moins, et pas différentiel. Okay, donc c'était un peu ça pour la raison pour laquelle je posais la question, pour voir la différence entre les notions sélectif et différentiel. Ok. Ok. Oh. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ok. Donc, on va passer sur la croissance des bactéries en milieu liquide. Je pense qu'on a 25 minutes, on peut faire ça. Alors, pour la croissance des bactéries en milieu liquide, la première chose que l'on doit être capable de faire, c'est de mesurer combien il y en a dans le liquide. Et pour ça, il existe 2 techniques différentes, 2 approches. Il n'y a pas que 2, mais globalement, c'est les 2 les plus répandus. Donc, ce que l'on peut faire, c'est de préparer... Mais c'est fou ça. Ah, ok. Une série de déductions en cascade à partir de notre échantillon. Et on étale certains volumes de chaque dilution sur des boîtes de gélose. On les met en culture et puis au bout d'1 jour ou 2 jours, on les sort et on dénombre les colonies qui ont poussé sur les géloses. Donc une colonie vient d'une seule bactérie qui s'est posée sur la gélose et qui s'est mise à pousser, et puis on a plusieurs dizaines de mille ou plusieurs centaines de milliers de bactéries les unes sur les autres, et ça donne une colonie visible. Et donc, à la base, pour former une colonie, la bactérie doit être vivante. Okay, donc, le dénombrement sur gélose, ça donne une mesure du nombre de bactéries vivantes dans l'échantillon, ou pour être plus précis, l'unité, c'est le nombre d'unités formant colonie, UFC par ml. Donc, une autre façon de mesurer la quantité de bactéries présentes dans un échantillon liquide, c'est par turbidémétrie, c'est-à-dire que je vais placer mon échantillon devant une source de lumière, dans le spectrophotomètre, je règle à 600 nanomètres la longueur d'onde
qui est transmise. Et à cette longueur d'onde, ce n'est pas l'absorption, c'est juste la diffraction de la lumière par des objets en suspension dans le milieu. Donc si j'ai 0 bactéries dans ma suspension, toute la lumière sera transmise. Mais dès que j'ai quelques objets qui flottent dans la suspension, ces objets-là vont disperser la lumière et ça sera mesuré comme une densité optique à 600 nanomètres. Et plus j'ai de bactéries en suspension, plus la DO600 sera élevée. Et par la loi de Beer-Lambert, on a une relation directe entre la DO 600 nanomètres et la quantité de bactéries que l'on a en suspension. C'est à peu près une DO de 1, ça vaut à peu près 10 puissance 9 bactéries par ml, mais c'est variable selon la souche parce que différentes bactéries ont des formes différentes, la taille différente, et ça va influencer la relation précise entre la DO et le nombre de bactéries par ml. Donc avec la turbidémétrie, on prend la DO 600 nanomètres, mais ça va nous donner une mesure du nombre total de bactéries dans le milieu, bactéries mortes et vivantes, tout confondu. Donc ça, c'est nos deux façons de mesurer la présence des bactéries dans un milieu de culture. Donc, si on veut étudier la croissance des bactéries, ce que l'on va faire, c'est qu'on va les ensemencer dans le milieu liquide et à différents temps, on va le prélever et on va mesurer le nombre d'unités formant colonie, le nombre de UFC par ml, c'est-à-dire le nombre de bactéries vivantes ou viables que j'ai dans ma culture à différents temps. Et souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on voit une courbe un petit peu comme ça, avec d'abord une phase de latence. Donc, quand on met des bactéries à partir d'une colonie ou d'une ancienne culture dans un milieu frais, les bactéries ne se mettent pas à pousser immédiatement. Souvent, il y a un temps de latence. Pourquoi? Parce que dans une culture âgée, les bactéries sont plutôt dans cette phase descendante et elles ne sont pas dans la phase de croissance. Donc, pour se remobiliser et réutiliser les nutriments qui sont présents dans le milieu frais, les bactéries ont besoin de synthétiser des enzymes nécessaires pour accumuler ces nutriments et de les transformer. Et ça prend un petit peu de temps. Donc, on a une phase de latence qui peut durer 20-30 minutes, quelque chose comme ça. Ensuite, les bactéries rentrent en phase exponentielle de croissance et cela veut dire que les bactéries poussent avec, sur chaque laps de temps, un dédoublement du nombre de bactéries qui sont présentes dans la culture. Et elles vont continuer à pousser tant que les nutriments sont disponibles de façon suffisante dans la culture. Et à un moment donné, quelque chose va commencer à manquer et les bactéries vont entrer en phase stationnaire. Donc on peut peut-être utiliser l'ensemble du glucose qu'on avait mis dans le milieu, ou alors l'oxygène peut manquer pour les bactéries. Ou encore une fois, les bactéries peuvent sécréter des substances qui sont toxiques, qui arrêtent la croissance. Donc lorsque une bactérie va fermenter un sucre, le pH va diminuer et le faible pH peut aussi empêcher la croissance des bactéries. Donc toujours est-il que une de ces facteurs va devenir limitant, soit l'absence de nutriments ou un excès, une concentration trop élevée de produits sécrétés par la bactérie qui sont toxiques. Et dans ce cas-là, la bactérie va rentrer dans la phase stationnaire. Donc ça, c'est une sorte d'adaptation de la bactérie aux mauvaises conditions pour la croissance. Donc elle va commencer à exprimer une série de protéines dites de carence. Donc elle va épaissir la paroi,
elle va arrêter de synthétiser, de fabriquer des autolysines qui coupent la paroi, elle va arrêter de fabriquer, non, aussi, elle va continuer à fabriquer du peptidoglycane pour épaissir, mais elle va aussi commencer à fabriquer des protéines chaperones qui sont capables de stabiliser d'autres protéines dans le cytosol de la bactérie et de les recycler. Donc l'ensemble de ces modifications vont rendre les bactéries plus résistantes au stress chimique ou physique et permettre à la bactérie de survivre un peu plus longtemps dans des conditions difficiles. C'est pour ça que le nombre reste constante pendant une certaine période. Elle s'adapte aux conditions. Peut-être elles vont sécréter, produire des protéines qui permettent de résister aux conditions acides, etc. Donc, elle résiste un petit peu à des mauvaises conditions dans le bouillon de culture, mais ça a ses limites, ce type d'adaptation chez la bactérie. Et à un moment donné, si le milieu n'est pas renouvelé, elle va devenir trop acide, on est toujours en carence des nutriments, et donc petit à petit, les bactéries vont rentrer en phase de mort. Et si on fait des étalements sur des boîtes de pétri, on va voir qu'on a de moins en moins de bactéries viables, et on aura de moins en moins d'UFC par ml dans notre culture. Bon, mais la question c'est, est-ce que c'est vraiment mort? Est-ce qu'une bactérie, dans cette phase descendante ici, est-ce qu'elle est vraiment morte? D'ailleurs, c'est quoi la mort pour une bactérie? Donc ça, c'est pas simplement une question philosophique, parce que un autre état de la cellule bactérienne a été décrit pendant cette phase de mort, dite de mort, de la courbe de croissance des bactéries. Et c'est ce qu'on appelle les bactéries qui sont viables mais non cultivables. Et dans la phase dite de mort d'une culture de bactéries, on va obtenir de moins en moins de bactéries que l'on arrive à cultiver sur une boîte de gélose. Mais en fait, quand on regarde bien dans la culture, il persiste des cellules bactériennes qui ne sont pas lysées. Donc classiquement, on dit que dans la phase descendante ou dans la phase stationnaire, les bactéries, une certaine partie des bactéries sont lysées et ça libère des nutriments pour maintenir les autres en vie ou des choses comme ça. Ça existe en partie, mais il y a une fraction des cellules bactériennes qui vont persister pendant longtemps, pendant cette phase de mort. Et elles vont persister en nombre relativement important, même en même temps qu'il est impossible de cultiver ou ces bactéries sur une gélose. Et donc, quand on regarde bien, la membrane et la paroi de ces cellules est intacte et on peut détecter une certaine activité métabolique à l'intérieur de ces bactéries. Donc, la question, c'est donc, est-ce que ces bactéries VBNC sont-elles réellement mortes ou sont-elles juste dans une sorte d'état qui leur permet de résister aux conditions de carence et qu'elles pourront se réactiver plus tard? C'est un petit peu comme un endospore, mais pour des bactéries non sporulentes. Et donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas tout à fait une question philosophique, c'est une question également importante pour l'industrie agroalimentaire, parce que les techniques de référence pour détecter et dénombrer différents types de bactéries potentiellement pathogènes est basée sur l'étalement d'échantillons sur les boîtes de gélose et on dénombre le nombre de colonies qui poussent. Si on dit que, en fait, notre technique n'est pas capable de mesurer correctement tous les types de bactéries, c'est un problème. Surtout si les bactéries VBNC sont capables de se réactiver et pousser. Et c'est en effet le cas. Certaines bactéries pathogènes peuvent devenir VBNC, donc viables mais non cultivables, et qu'on les réinjecte dans un animal, peuvent provoquer la maladie et se réanimer. Donc ça, c'est un problème, je dirais,
réel pour certaines applications de la microbiologie. Je vais laisser ça pour la fin. Alors maintenant, on va faire un petit peu de un peu de maths, parce que une chose qui est un élément important à définir pour n'importe quelle bactérie, c'est son temps de dégénération et la vitesse de croissance de la bactérie dans des conditions optimales. Et pour cela, on va mesurer le temps de dégénération, c'est-à-dire combien de temps il faut en moyenne pour une bactérie de se dédoubler en 2 bactéries dans une culture. Donc, pendant la phase exponentielle, on a, comme son nom indique, une croissance exponentielle du nombre de bactéries en fonction du temps. Et sur une échelle linéaire, c'est pas super facile de voir si on a une courbe exponentielle ou une autre fonction mathématique. Donc, ce qu'il faut faire, c'est convertir toutes ces mesures-là en log, et mettre ces valeurs-là en échelle logarithmique, et c'est ça qui permet de distinguer bien notre phase de latence et notre phase exponentielle pendant laquelle on a un dédoublement régulier de la population bactérienne. Donc ici, entre notre temps, je ne sais pas ce que c'est, 90 minutes et 200 minutes, on a bel et bien une phase de croissance exponentielle. Parce que quand on met ça sur une échelle log, on a une ligne droite ici. Donc, ce que l'on veut savoir, c'est le temps moyen de dédoublement d'une génération de bactéries. Alors, si on se situe pendant la phase exponentielle et on prend 2 mesures, une mesure ici et une mesure là, par exemple, on a un certain laps de temps. Et on a le nombre de bactéries que l'on a ici et le nombre de bactéries que l'on obtient là-bas. Donc, si on dit que c'est un processus exponentiel, c'est que toutes les t minutes, on a un certain nombre de générations de bactéries. Le nombre de bactéries que l'on observe à notre temps t est égal au nombre de bactéries qu'on avait à notre temps 0 multiplié par 2 puissance n. Donc 2 puissance, donc n, c'est le nombre de générations. Donc si on a une génération pendant ce temps-là, bon, les bactéries elles se dédoublent. Si on a 2 générations, il y a 4 fois plus de bactéries et ainsi de suite. Donc ça, c'est notre relation de base. Et ce que l'on veut savoir, c'est combien de générations j'ai, quel est le nombre de n en fonction d'un certain laps de temps t. Donc il faut résoudre cette équation-là et trouver n en gros. Et pour le faire, on va prendre les logarithmes, parce que quand on multiplie 2 chiffres, on va rajouter les logs. Donc log de nt égale log de n0 plus le log de 2 puissance n. Et quand on a quelque chose de puissance, on peut réarranger ça et c'est ce chiffre n multiplié par le logarithme. Et une fois qu'on a ça, on peut réorganiser notre équation et le résoudre pour n. Donc, je mets tout à l'autre sens, là, comme ça. Donc, j'enlève log n0 et je divise ça par log 2. Ouais, et ça va me donner mon numéro n. Donc ça, c'est le nombre de générations pendant un certain laps de temps. Et si je divise le temps de l'observation par n, ça me donne le temps en moyenne d'une génération de bactéries. Yeehaw. Donc on pourrait se demander, mais c'est quoi l'utilité de faire tout ça? Qu'est-ce qui nous bassine avec ça, le maquillon est là? Bon, une application pratique, c'est qu'une fois qu'on a mesuré ça pour notre souche de bactéries dans des conditions de culture précises, on peut savoir combien de temps il faut cultiver les bactéries avant de les récupérer.
Donc ça, c'est une sorte de conséquence pratique. Okay. Donc pour les bactéries qu'on va utiliser souvent dans le laboratoire, en TP, on utilise des bactéries qui vont avoir des temps de génération très courtes. Donc Escherichia coli, Staphylococcus aureus peut se dédoubler la vitesse de croissance maximale, ça va être temps de dédoublement de environ 20 minutes, une demi-heure. Donc toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures, le nombre de bactéries double dans la culture ici. Donc ça, c'est pour des bactéries qui poussent super rapidement. Ce n'est pas toujours le cas, même pour les bactéries qui aiment bien parasiter le corps humain. Donc Mycobacterium tuberculosis, c'est une bactérie pathogène, mais qui pousse vraiment très lentement. Le temps de génération, c'est 12 heures. Donc en 24 heures, on a juste 4 fois plus de bactéries. Et donc ça, c'est important parce que quand on ensemence des milieux spécialisés pour faire pousser du Mycobacterium tuberculosis, ce n'est pas la peine d'aller venir le lendemain pour les regarder. Il faut les garder dans l'incubateur pendant 2 ou 3 semaines minimum. Et donc ça, c'est utile de le savoir, quoi. Donc d'autres espèces qui poussent lentement, Treponema pallidum, qui donne la syphilis. Rhodospirillum rubrum, c'est une bactérie pourpre sulfureuse, il me semble, relativement longue aussi, et aussi des bactéries, les bactéries autotrophes ont tendance à avoir des temps de génération longues. Donc les chimiolitho-autotrophes comme Nitrosomonas, temps de dédoublement de 7 heures. Des cyanobactéries comme Anabena, donc une photolitho-autotrophe, temps de dédoublement de 12 heures. Parce que pour ces bactéries-là, elles doivent tout fabriquer à partir de quasiment rien, quoi. Et ça, c'est beaucoup plus de boulot que ce que fait un Escherichia coli ou un Staphylococcus aureus dans un milieu riche avec déjà tout le glucose, tous les acides aminés présents. Tout ce que la bactérie a besoin de faire ici, c'est de les remanier un petit peu et les intégrer directement pour fabriquer ses propres composantes cellulaires. Donc on peut pousser rapidement, très facilement dans ces conditions-là. Tandis que les bactéries autotrophes ont besoin de tout fabriquer vraiment à partir des composants les plus simples. Donc ça prend plus longtemps, ça. Ok, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser avec cette question-là à propos des bactéries VBNC. Et on va reprendre la semaine prochaine avec un peu vos suggestions, comment on peut faire pour savoir si une bactérie est vraiment morte ou si elle est juste en état non cultivable. Donc libre à vous de faire des recherches un petit peu Internet pour savoir ce qui est utilisé comme technique pour distinguer ces deux états, si une bactérie est vraiment morte ou si elle est VBNC. Ok, bon, on s'arrête là et puis à la semaine prochaine.